Je dirais qu'il y a un choc normal, hein. Il y a une partie de submergement où on est subjugué par le diagnostic. Et donc, si je regarde ma propre expérience, ça m'a pris 2 ou 3 semaines avant de pouvoir réagir, en fait, avec un petit peu plus d'intelligence à ce qui se passait, juste pour accuser le choc. Alors, c'est normal qu'il y ait une sorte de renversement ou de bascule. En même temps, on pourrait penser que c'est déjà un des effets importants de la maladie parce qu'il va permettre... il va remettre en question notre façon d'être habituelle. On pourrait aussi entrevoir la maladie comme une tentative de la nature pour nous guérir de quelque chose. Et ça, c'est très intéressant de penser comme ça parce que ça voudrait dire aussi que les maladies qu'on a viennent traduire dans le corps une situation préexistante au niveau de la psyché ou de l'esprit. Donc la maladie, en fond, est un témoin de qui on est, vraiment à tous les niveaux conscients comme les niveaux inconscients. Donc, elle vient aider à défaire des structures. Et donc, la première chose qu'elle fait, qui est très utile, c'est qu'elle nous fait perdre la face. Jung disait la personne qui dessine sa dépression n'est pas la même que celle qui est déprimée. En voulant dire que si vous prenez la peine de dessiner le choc du diagnostic ou le choc de la maladie, ou même de dessiner votre maladie, ou d'en faire une danse, ou d'en faire un tai chi un peu particulier, un peu créateur, à ce moment-là, vous êtes en dialogue avec la maladie au lieu d'être simplement rétréci par le diagnostic. Parce qu'un des gros problèmes, c'est qu'en fait, on n'a pas le cancer, on est le cancer. On n'a pas une maladie, on devient la maladie. Alors, si je l'objective, hein, par un acte de création quelconque, si je l'objective, à ce moment-là, ça va me permettre de dialoguer avec. C'est très différent d'être la maladie ou d'avoir une maladie. Si j'ai une maladie, ça veut dire que je suis encore un père de famille, une mère de famille, quelqu'un qui aime ses enfants, qui aime la musique, qui aime le théâtre. Si je suis la maladie, je suis mangé par l'angoisse et tous mes proches sont mangés par l'angoisse parce que tout le monde a peur du cancer et que ça réveille leurs propres angoisses de mort, en fait. Je pense, en tout cas, moi, je me suis fait un petit cocktail personnel, là, des choses qui étaient faciles d'accès pour moi et je pense que c'est ce que je conseillerais à tout le monde, en fait. Mais je leur conseillerais surtout d'associer différents types de médecine. Alors, autant les médecines de l'hôpital, donc chimio, radio, chirurgie, médicaments, oui, médecine traditionnelle. Enfin, ce n'est pas les médecines traditionnelles, au fond, parce que les vraies médecines traditionnelles sont les acupunctures, même homéopathie ou des choses comme ça. Donc, les médecines hospitalières, médecine de l'hôpital conventionnelle, on pourrait dire chez nous. Mais aussi les médecines donc, qui sont liées aussi au corps, comme l'alimentation. À ça, j'ai associé, bien sûr, comme je suis un psychanalyste, je suis retourné en psychothérapie. Et donc, je me suis mis à travailler vraiment sur la psychologie de chaque organe pour voir qu'est-ce qui était atteint. J'avais 3 organes d'atteintes, c'était l'estomac, la rate, les 2 poumons. Alors, c'était un lymphome. Cependant, ça réagit un peu mieux aux chimiothérapies, mais c'était quand même un stade 4, donc ça avançait très vite, c'était fulgurant Et donc, dans ce sens-là, il ne faut pas négliger les médecines du corps, parce qu'au fond, une chimiothérapie, on s'entend que c'est du poison, mais ça tutoie, au fond, l'inflammation du cancer et ça nous permet d'acheter du temps. Très, très précieux. Et donc, après ça, je me suis plutôt allé du côté de l'homéopathie, l'acupuncture aussi, et par la suite, des traitements beaucoup plus, qui sont, qu'on pourrait appeler énergétiques, c'est-à-dire qui vont agir directement sur la vitalité. Alors, beaucoup de visualisation créatrice, beaucoup de dialogue imaginaire avec les cellules, beaucoup de travail sur mes états intérieurs, changer mes états intérieurs, beaucoup de méditation, beaucoup de rapports avec la nature, le rapport avec mes amis, avec mon amoureuse, le rapport avec... vraiment revenir à une sorte d'intimité avec soi, parce que la maladie, au fond, c'est ça qu'elle vient nous dire. Il y a quelque part dans l'intimité avec soi-même où il y a un désalignement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intime avec soi, avec les autres, ça veut dire que peut-être on a négligé des parties très importantes de soi qui veulent revenir à la surface et se réactualiser dans notre vie ou se manifester dans notre vie. De toute façon, peu importe l'issue, on va être gagnant dans une attitude comme ça. Parce qu'au fond, la maladie nous invite à une maturation intérieure très profonde et qui est au-delà, au fond, de nos angoisses de vivre ou de mourir. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire la question, c'est est-ce que c'est seulement le corps qui est malade? C'est pas seulement le corps qui est malade. C'est la psyché qui est malade ou c'est l'esprit qui est malade ou c'est...
Et en réalité, c'est même pas ça qui est malade, c'est notre rapport personnel au corps, notre rapport à la psychologie, à notre psychisme, le rapport à la spiritualité, à notre conception de l'univers, à notre union avec l'univers. C'est ça qui est malade. Et c'est ça qui doit être reconsidéré en profondeur. La plupart des gens se bâtissent une sorte de personnalité, de caractère, d'identité, mais qui est en fait une carapace de protection. Et c'est ça que la maladie vient questionner en premier. Et c'est pour ça que tout de suite, si on questionne ça, qu'est-ce qu'on trouve derrière? C'est l'angoisse de mourir. Mais si vous y pensez, un déménagement, un divorce, toutes les grandes épreuves de notre vie nous confrontent tout de suite avec l'angoisse de mourir. Alors, ça veut dire que c'est la grande chose avec laquelle on doit négocier. Est-ce qu'on est seulement un corps? Est-ce qu'on survit après la mort? Est-ce que toutes ces questions-là viennent à la surface? Et la seule façon d'avoir une sensation qui puisse répondre à cette angoisse-là, c'est effectivement à travers des pratiques comme des détentes profondes ou le tai chi ou la méditation, des choses qui vont nous permettre de toucher à la grâce de l'instant. Et dans cet instant-là, on peut goûter, savourer quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, ou en tout cas une sécurité intérieure qui fait qu'on puisse se dire, bien, même si j'en meurs, je suis en train de goûter à quelque chose, à un nectar qui est tellement savoureux, qui est divin au fond. Et je pense en plus que ce sont vraiment ces états d'abandon profond au processus vivant qui sont les états guérisseurs, qui facilitent le mieux la stimulation de nos processus d'auto-guérison. Il n'y a pas ni les chimiothérapies, ni les médecins, ni les psychothérapies, ni les techniques psychothérapeutiques, ni les guides spirituels, ni les exercices spirituels, ni l'homéopathie, l'ostéopathie, il n'y a rien de ça qui a la formule magique. Ce ne sont que des environnements qu'on met en place pour faciliter un retour à la santé naturelle, parce que les mécanismes d'auto-réparation, d'auto-guérison, d'auto-régulation sont en nous. C'est la nature qui nous guérit. Et c'est cette nature-là qui doit être stimulée. À toutes les fois qu'on est devant quelqu'un de trop dogmatique qui veut nous guérir, on est à la mauvaise place. La plupart des gens vivent avec beaucoup de relations qui sont lourdes. Alors, il faut en profiter pour dire ce qu'on a à dire, entrer dans certaines confidences. S'il y a des secrets toxiques qui nous empoisonnent et qui empoisonnent notre famille et les lignées familiales, il faut les dire à certaines personnes. Ça prend du courage et des fois, il faut se faire accompagner en psychothérapie pour avoir le courage d'entamer ces conversations-là. C'est très, très important. Ça fait 2 fois que je passe très près de mourir et j'ai aussi accompagné mon amoureuse qui est morte du cancer en 2009. Je trouve que ce que j'ai appris en accompagnant quelqu'un de très, très malade, c'est qu'on ne peut pas faire de projet pour la personne qui est devant nous et qui est malade, et qui va peut-être mourir. C'est-à-dire, on ne peut pas, il faut la laisser libre de son projet de vie ou de mort ou de guérison, au fond. Et c'est comme ça qu'on apprend un peu d'amour inconditionnel, sans condition. Je veux dire, bien sûr, je peux proposer des choses à la personne, je peux lui suggérer fortement certaines choses, mais c'est elle qui décide. Je pense aussi qu'une chose très, très importante en accompagnant des gens qui sont malades, c'est soi-même de se permettre encore de la joie, le goût de vivre, encore des choses qui nous rendent joyeux, parce que très souvent, on devient malade en accompagnant quelqu'un qui est très malade. Donc, ça veut dire qu'il faut, malgré la culpabilité, souvent, se donner encore des plages d'ouverture où, à nouveau, on existe, à nouveau, on sent sa vie, à nouveau, on sent ce qui nous donne le goût de vivre. Et ça veut dire qu'il faut réorganiser peut-être la garde de la personne qui est malade. La personne qui vous fait le plus de bien dans votre chambre, ce n'est pas la personne qui adopte une mine de circonstances parce que vous êtes malade et qu'elle pense mourir avec vous. C'est la personne qui est de bonne humeur. C'est une vraie transfusion sanguine. C'est la personne qui a encore des projets, c'est la personne qui a vu un film qui l'a trouvé extraordinaire, la personne qui veut aller en voyage, c'est la personne qui... Et elle stimule en nous le goût de vivre. Parce qu'au fond, on s'entend que la santé pour la santé, ça ne veut rien dire. La santé pour la santé, c'est juste une expression de la peur de la mort. Alors, la question, c'est la santé pourquoi? La santé pour jouer avec mes petits-enfants. La santé parce que, pour moi, j'ai encore une pièce de théâtre à écrire ou un livre à écrire. La santé pour aimer quelqu'un que j'aime. Ça, le système immunitaire comprend ce langage-là. La peur de mourir, il ne comprend pas ça. Il comprend que la vie, c'est la vie et on veut continuer parce que la vie nous appelle à être vivants.
tout simplement. La plupart des gens qui vont mourir se font des reproches pour des rendez-vous qu'ils ont ratés dans leur vie, pour des relations qui ont mal été, pour toutes sortes de raisons, en fait, ou qui ne se sont pas trouvés au rendez-vous d'eux-mêmes. Et je pense qu'il faut aider ces gens-là à honorer ce qu'ils ont fait de bien dans leur vie, mais surtout, même si ça n'a pas si bien été, d'honorer les intentions avec lesquelles la vie a été menée. Parce que la plupart des êtres humains sont bons et vivent avec des intentions très généreuses et très bonnes dans leur cœur. Alors, il faut aider la personne à retrouver son intégrité, retrouver la beauté de son cœur. La recette, la formule magique de la santé, on la connaît tous. Le problème, c'est qu'on ne la pratique pas. Mais tout le monde sait que ça prend un peu d'exercice et du bonheur. Tout le monde sait qu'une meilleure alimentation, c'est bon, pas trop de nourriture industrielle. Tout le monde sait que les choses qui alourdissent le cœur, les relations, les problèmes pas réglés au niveau relationnel, affectif, ça alourdit et ça raccourcit la vie. Et tout le monde sait aussi qu'être près de la nature et avoir des relations significatives avec des amis à travers l'amour, c'est très important. On sait aussi que exercer quelque chose qui stimule notre créativité, ça nous donne de l'élan. On n'est pas fou, je veux dire, on s'en rend compte. Donc, on sait que ça donne de la santé, ça donne de la vitalité. C'est pas juste une fantaisie, c'est vrai, ça arrive. Et une dernière chose, je pense aussi que prendre la peine de méditer, de vraiment trouver sa vraie nature, exercer ses vrais talents, faire du tai chi, des choses comme ça, sont des choses qui nous apaisent, nous rapprochent de la nature, de notre nature. Et on sait tout ça. Je fais une blague à propos de mon livre parce que mes éditeurs voulaient que je leur invente un slogan publicitaire. J'ai dit, j'en ai trouvé un. J'ai dit, n'attendez pas d'être malade pour lire ce livre. Ou bien, mais encore plus profondément, et ce que je dirais à ceux qui nous écoutent, c'est n'attendez pas d'être malade pour revivre, pour vivre vraiment. Ça, c'est la formule de la santé.